repartirons dans le monde. Sans y voir rien que nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forge unie dans la foi du ciel, la patrie de la belle fraternité, la patrie de la belle fraternité, la patrie de la belle fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Bienvenue en ce 28 juin 2024 sur votre plateforme préférée, celle-là même que nous appelons la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, le lieu par excellence où nous célébrons le festin intellectuel qui nous permet de nous éclairer et d'éclairer ceux qui le veulent bien. Mesdames et messieurs, nous avons déjà perdu 11 minutes, ce qui joue largement contre nous. Et donc, on va partir directement dans les sujets. Nous avons 4 sujets et le premier sujet a pour titre « L'effondrement d'un parti politique ». Lorsque vous remarquez que dans un parti politique, le leader est sur les petites anecdotes que sur la vision, c'est que ce parti politique est en effondrement. Quand on vérifie dans un parti politique que le beau et la petite maman sont célébrés à tout va, c'est que ce parti politique est en effondrement. Quand tu réalises que beaucoup sont promus dans un parti politique, plus parce qu'ils sont proches de la petite femme ou petite maman que de leurs valeurs intrinsèques, c'est que ce parti politique est en phase d'effondrement. Quand vous découvrez dans un parti politique que celle qui gère la popote est portée au pinacle au détriment du sacrifice de ceux qui ont défendu pendant les heures chaudes, alors que vous pouvez affirmer sans crainte de vous tromper que ce parti est condamné à errer dans les enfers des Danaïdes. Et pour vous en donner l'illustration de ce texte de notre frère Yacouba Doumbia, voici ici un exemple d'un parti qui est en phase complète d'effondrement et je vous permets d'écouter ici avant de pouvoir progresser. Les Ivoiriens, c'est comme ça. Après, ils vont crier ouais, ouais. Non, non, non. Ils étaient pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est pas Babou. Oh, les Arabes ont la zakat. C'est-à-dire, ils ne sont pas autorisés à demander des intérêts exorbitants. Je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Rien. Rien. J'écoute quelquefois des gens. Et je dis, mais on n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? Ou deux. Et donc, lorsque vous aurez vu un parti politique avec des leaders qui, plutôt que de démontrer leur capacité à répondre aux problèmes de leur temps et de leur société,
se mettent dans des sujeries qu'on appelle les bérets, se mettre à célébrer les propos qui sont basés sur les ragots et à distraire et à faire rire le peuple. Sachez que non seulement ces partis politiques-là sont en effondrement comme le PPACI, FPI, mais sachez aussi que c'est une manière même de casser la dynamique du respect vis-à-vis du peuple. Parce que quand on respecte un peuple, on s'intéresse et qu'on se dit leader d'opinion, on doit être capable, sans faux fuyant, de répondre aux problèmes de ce peuple-là et dans le sérieux le plus absolu. Sujet numéro 2. La politique spectacle de Tidiane Thiam. Petit 1. Pourquoi, entre guillemets, tout doit changer? Cette annonce de Tsiakadjan, entre guillemets, tout doit changer, sur laquelle le journal Le Nouveau Réveil du 25 juin 2024 a mis une emphase, ignore qu'il met en doute les Ivoiriens raisonnables de croire à une ambition démesurée. Tout doit changer, entre guillemets, remet en cause radicalement les mesures qui font recette depuis 2011, année de prise du pouvoir du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque Tsiakadjan était à Soubré, vous l'avez vu tomber, tout va mal, tout doit changer, comme si tout allait mal. Mais il faut rappeler à Tsiakadjan que, en parlant de cette façon-là, c'est faire preuve, je dirais carrément, d'hérésie politique. C'est se montrer en pharisien et c'est aussi présenter toute sa jalousie. Je soupçonne Tsiakadjan d'être un jaloux qui a du mal à accepter aujourd'hui cette réalité-là qui le dépasse. Et donc, pour lui, il faut tout rejeter. Alors que c'est depuis le 11 avril 2011, si la Côte d'Ivoire connaît un nouveau visage, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui respectée, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Et si la Côte d'Ivoire au travail, c'est grâce aussi au président Alassane Ouattara. Et donc, en disant, entre guillemets, tout doit changer, est-ce qu'il faut rejeter tout ce qui a été fait de positif pour nous amener quoi? Voilà la question que nous nous posons. Tout doit changer se présente comme un anathème d'une gouvernance mondialement reconnue pour ses performances économiques, une des plus réformatrices au monde, qui produit une croissance supérieure à la moyenne mondiale depuis plusieurs années. Ce que tu appelles tout doit changer là, c'est ça qui a permis aujourd'hui de démontrer que toutes les institutions internationales reconnaissent aujourd'hui les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire. Tout le monde aujourd'hui sait que le travail fait aujourd'hui par les dirigeants ivoiriens dans les annales est retenu aujourd'hui comme un cas d'école et un cas de modèle que les autres pays doivent suivre. Aujourd'hui, le travail réalisé entre le 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui 28 juin 2024 a démontré que la Côte d'Ivoire demeure un pays aujourd'hui qui fait fière allure et qui donne envie. Et donc pour toi, c'est ça qui doit changer. Mais quand ça va changer là, tu apportes quoi? Tout doit changer, entre guillemets, est un concept inhabituel du progrès, de la continuité de l'État et de la valorisation des acquis. C'est pourquoi nous sommes fondés d'émettre des réserves sérieuses sur les nobles intentions de Tsiakadjan, mais insuffisamment pas sérieuses pour gérer la Côte d'Ivoire. Quand tu dis tout doit changer là, faut pas oublier que l'État là c'est une continuité Tsiakadjan. Si tout doit changer, est-ce que tu es sûr que tu as un concept mieux que ce qui doit changer? Est-ce que tu n'es pas en train de nous mettre dans quelque chose d'inhabituel qui n'existe même pas? Parce que tu dis que tout doit changer, mais tu n'apportes pas de propositions, tu n'apportes pas de solutions. Donc qu'est-ce qui doit changer? Tu dis que tout doit changer, mais on se demande, est-ce que tu as suffisamment réfléchi au modèle politique que tu veux prendre pour gérer la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne suffit pas de dire que tout va changer pour que les gens croient que tout va mal. Non. Il faut proposer un autre modèle pour dire voilà ce que je propose. C'est ce qu'on appelle un programme de campagne. Et c'est ce que vous êtes incapable de faire depuis très longtemps. Et tant que vous ne le ferez pas, tous les mots que vous allez dire resteront du flatouvocis, resteront du vent en l'air. Parce qu'en réalité, c'est pour cacher vos incapacités, c'est pour cacher vos inefficiences, c'est pour cacher vos médiocrités, c'est pour cacher vos lacunes que vous pensez qu'à travers des mots, vous pourrez balayer le réel, le poids du réel qui est là aujourd'hui.
avec vos mots, avec vos bouches, là, vous ne pouvez pas effacer les routes, les ponts. Vous ne pouvez pas effacer les performances économiques de la Côte d'Ivoire. Quelques beaux parleurs que vous seriez, vous ne pouvez pas défier les institutions internationales, vous ne pouvez pas défier Moody's, vous ne pouvez pas défier S&P, vous ne pouvez pas défier toutes les grandes institutions du monde qui sont plus que sérieuses. Et donc, quand on est un tombeur de banque, quand on est un individu qui traîne des boulets de la honte à ses pieds, parce qu'on allait mentir pour ruiner des gens dans leurs économies, on allait mentir pour créer des sociétés écrans et après fuir et être incapable de s'assumer, comme toi, Tidjane Thiam, Siaka Dian, on se demande bien qu'est-ce qui doit changer. Ou bien est-ce que ce n'est pas toi-même qui dois changer tes habitudes? Voilà autant de questions que nous nous posons. Sinon, la Côte d'Ivoire actuellement se porte bien et pour nous, il n'y a absolument rien à changer. Ce qu'il y a à changer, c'est qu'il faut changer des tombeurs de banque, des ruineurs de banque comme toi, des terreurs des économies comme vous. C'est vous qui devez plutôt changer et faire votre aggiornamiento, faites votre mise à jour dans tous les sens avant de venir prétendre à ce que vous puissiez diriger la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. Une politique économique consiste à mieux faire et non de tout changer. C'est tout comme le monde de la connaissance qui se construit progressivement par des apports nouveaux. Et donc, comme par exemple, tu as voulu flirter avec l'économie, tu voulais te faire présenter pour un même banquier ou économiste comme le président Ouattara, mais plus tard tu t'es rattrapé pour dire que tu es ingénieur. Quoi que tu veuilles, tu donnes une fausse impression de quelqu'un qui vaut plus qu'il ne le présente. Alors qu'en réalité, tu vaux moins que ce que tu es. Et donc, c'est cette fausse conception d'un faux Dieu que tu veux te donner là, que nous on essaye de montrer tous les jours devant les Ivoiriens ici. Et jusque-là, tes partisans n'ont jamais été capables de venir nous dire que c'est que nous disions le contraire. Aucun de tes partisans n'a eu le courage de venir nous confronter intellectuellement. Or, même la connaissance, tout comme l'économie, au lieu de dire que tout doit changer, il faut plutôt faire des réformes qui améliorent ce qui était déjà là. C'est comme la connaissance. On ne rejette pas ce qui était là, mais on essaie d'améliorer toujours. On ne dit pas comme cette connaissance-là, elle a présenté ses limites, il faut la rejeter. Il faut tout changer comme tu le dis, mais il faut simplement essayer de prendre les limites de cette connaissance-là et de la projeter, d'aller loin avec. Et donc, c'est un apport perpétuel et non de venir dire aux gens, il faut tout changer. Si tu laisses les bases de la connaissance ou bien de l'économie, qu'est-ce que tu prends pour évoluer? Tu ne parles pas de ça. Tu ne nous donnes pas ton programme économique. Tu ne nous donnes pas ton plan de gestion. Et tu dis que tout doit changer. Le sujet d'aujourd'hui sur la situation de la Côte d'Ivoire n'est nulle part ailleurs que d'être porté sur la densification des moyens de la croissance. Comme l'a dit le président de la République, en voulant mettre au centre la création des champions nationaux qui doivent être le ressort du nouveau développement économique, raison pour laquelle le patronat ivoirien a été mis à contribution. Et donc, en vérité, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire du sérieux et la Côte d'Ivoire du concret, la Côte d'Ivoire qui se met au travail, c'est qu'il n'y a rien à changer. Il n'y a simplement qu'à améliorer, à rendre plus performant, à densifier ce qui est déjà fait. Est-ce que si on fait plus de routes, c'est pas bien? Est-ce que si on fait plus d'écoles, c'est pas bien? Est-ce que si on électrifie plus, c'est pas bien? Est-ce que si on construit plus d'universités, c'est pas bien? C'est de cela qu'il est question. Et donc là, on ne dit pas non. Comme on a déjà suffisamment construit, il faut arrêter. Mais on comprend bien votre concept. Tout doit changer parce que vous étiez habitué à un modèle où tout le bien de l'État revenait dans vos bouches. C'est ce modèle-là qu'Alassane Ouattara a changé. Et aujourd'hui, vous voulez revenir à ce modèle, mais vous n'avez pas le courage, Siaka Dian, de le dire aux gens. Toi, tu es un enfant gâté de la République. Tu te dis toi-même, le petit-fils du fouet. C'est ça ta garantie politique pour exister. Sinon, après ça, tu n'es rien dans la politique et tu ne connais rien dans la politique. Et donc, tu te dis, mais pourquoi on va changer le paradigme du grilleur de l'arachide? Pourquoi on va changer l'ancien modèle où moi, Siaka Dian, j'ai grandi sans payer les frais de scolarité? Je suis allé dans les meilleures universités du monde avec l'argent des Ivoiriens. J'ai profité gracieusement de l'argent des Ivoiriens sans jamais leur rendre compte et sans jamais produire de résultats. Pourquoi Alassane Ouattara est venu changer tout ça? Et donc, moi, je veux que tout change pour qu'on revienne à l'ancien système où on va venir gaspiller l'argent du peuple, comme quand j'étais le ministre du plan de Bédié. Et non, si quelque chose doit changer, c'est véritablement toi, Siaka Dian, ton PDCI tribalique et claniste,
ainsi que les opposants défaillants de la Côte d'Ivoire qui doivent changer. Sinon, le président Ouattara, lui seul, en bon champion, est venu et il a inversé la manière de faire la politique. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens se rendent compte de cela. Quand on regarde la manière par laquelle le président Ouattara gère le pouvoir, on se demande mais qu'est-ce qui a manqué aux autres pour ne pas faire comme lui? Voilà la question que les Ivoiriens se posent. Quand on va dans les plus petits villages, que les gens sont contents, ils disent depuis 60 ans on n'a pas eu d'électricité, c'est parce que c'est le président Ouattara qui a fait changer la mauvaise politique que vous appliquez. Quand des gens depuis 1960 n'avaient pas l'eau courante et qu'aujourd'hui ils ont cette eau-là, il a fallu qu'on change la mauvaise politique du gruyère d'arachide dont vous êtes les héritiers, toi Siaka Dian et toute la clique du PDCI. Si aujourd'hui les Ivoiriens dans les villages les plus reculés peuvent dire aujourd'hui, nous voyons que le goudron est chez nous là, c'est parce qu'il a fallu qu'on change la politique de la corruption active que vous avez mis en place depuis 1960 et que vous avez clanifié et que vous avez créé une oligarchie politique où c'est un groupement d'individus parce qu'ils sont les petits-fils, les filles de M. X ou de M. Y. C'est cette politique-là qui a changé et aujourd'hui, même les plus pauvres peuvent recevoir les filets sociaux chaque fin de mois à hauteur de 12 000 francs sur 3 mois. C'est ça les véritables changements qu'il faut apporter et qu'il fallait apporter. Et il a fallu un homme comme Alassane Ouattara pour les imposer. Mais c'est ce qui vous fait mal. Et donc plutôt de dire qu'il faut changer, que tout doit changer, tout ne doit pas changer parce que vous ne pouvez rien imposer. Parce que le verbe devoir que vous utilisez avant le verbe changer, c'est comme si vous avez la capacité de pouvoir imposer quelque chose. Mais si vous pouviez imposer quelque chose, montrez-nous que vous pouvez gérer correctement le PDCI que vous avez. Ça commence par cela. Celui qui n'est pas capable, comme toi, Siaka Dian, alias Tidiane Tian, de gérer un parti politique, ne peut pas gérer un pays. Et donc là, ce qui doit véritablement changer, c'est la gestion calamiteuse du PDCI que tu fais actuellement. Ce qui doit changer, c'est le fait que toi-même, tu viennes insulter ton père pour le traiter de bordel ambulant. Tu n'es pas un fils qui fait honneur à ses pères et à ses mères. C'est ça que tu dois changer. Ce qui doit changer, c'est ta capacité à arrêter de mentir aux Ivoiriens parce que tes mensonges sont tellement moins chers que même un enfant de la maternelle le voit. Et c'est ce que tu dois changer parce que ça fait honte. Et je te soupçonne d'être un vieux jaloux. Je répète, je te soupçonne à ton âge d'être un vieux extrêmement jaloux. Je le répète, j'ai dit que tu es un vieux jaloux. Tu aurais bien voulu être Alassane Ouattara. Tu aurais bien voulu être militant du RHDP. Mais comme tu ne peux pas, et comme tu as un faux orgueil en toi, comme un dieu païen, tu t'obstines à dire que tout doit changer. Et donc tu veux dire aujourd'hui qu'on doit arrêter de donner les goudrons, les routes, les écoles, les dispensaires aux Ivoiriens pour que l'ancien modèle du PDCI qui taillait la Côte d'Ivoire comme une orange pour que vous, les enfants gâtés de la République, soyez heureux. C'est ce modèle-là qui doit revenir. Nous vous disons non. C'est ce modèle-là auquel Alassane Ouattara a mis fin pour devenir le président de tous les Ivoiriens, surtout le président des pauvres que nous sommes. Et ce modèle-là, nous sommes très fiers du président Ouattara. Et donc, en petit 2, tu parles d'un concept polysémique, mais creux. Ça veut dire, quand tu dis tout doit changer, c'est une annonce qui se contente d'avancer une vision, sans se prononcer sur sa valeur de vérité, ni d'être capable de pénétrer dans les détails du rapport entre les moyens et la finalité. Oui, tout doit changer. On est d'accord, tout doit changer. C'est trop facile. Monsieur, tout doit changer, Siaka Dian. Tout doit changer, mais à partir de quelle vision? Il faut montrer les limites de la gestion du pouvoir Ouattara. Il faut montrer les valeurs de vérité sur lesquelles tu fondes son tout doit changer. Tout doit changer, pourquoi? Parce que les autres ont frappé leur maman, donc moi aussi je dois frapper la mienne? Non, chacun fait le choix qu'il veut. La Côte d'Ivoire se porte bien. Comparé à votre gestion de 94 à 99 avec M. Bédier, toi-même tu étais comme ministre du plan là. Tu as fait quoi? Et puis tu peux dire aujourd'hui aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai fait pour prouver qu'aujourd'hui tout doit changer. On vous a dit, vous allez tourner, faire la politique spectacle de l'amusement, mais on va vous ramener à la vraie politique, où on va poser les vraies thématiques, pour dire quand tu étais là, ministre du plan, là, c'est toi qui devrais décider de l'avenir de la gestion de la Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi en 9 ans? En 6 ans, pardon. Tu as fait quoi? Non, je dirais pratiquement 6 ans. Tu as fait quoi que les Ivoiriens peuvent voir aujourd'hui? Ou mais qu'est-ce que tu as fait que les Ivoiriens n'ont pas vu? Mais aujourd'hui, que tu peux présenter que personne ne peut aujourd'hui contester. C'est de cela qu'il est question. La grande différence entre vous, tous les opposants ivoiriens aujourd'hui, et tous les politiciens ivoiriens,
c'est que Alassane Ouattara est un homme du concret. Il parle peu, mais il pose des actes que tout le monde voit. Il pose des actes qui ont un impact direct sur le vécu des Ivoiriens, de sorte que les Ivoiriens disent « Ah, on n'était pas habitué à ça. On nous avait dit qu'on ne pouvait pas construire route ici, mais il a fait autoroute. On nous a dit qu'il ne pouvait pas faire barrage ici, mais il est venu la faire barrage hydroélectrique à Soubré. On nous a dit qu'il ne pouvait pas faire d'université, il est venu, il a fait des universités. Là, on pensait qu'on ne pouvait plus faire d'école. Il nous a dit que la corniche, là, on ne pouvait pas gérer, mais lui, il a géré ça. Il a battu tous les records. Et c'est ça qu'on appelle le véritable changement. Un véritable changement, ce n'est pas ce qu'on proclame dans la bouche, mais c'est ce qu'on fait et puis les gens viennent toucher, puis ça touche la vie des gens et puis les gens disent vraiment, on sent que ça va. C'est de cela qu'il est question. Et donc là, la vraie valeur de vérité, surtout en politique, ce n'est pas les grands mots, mais c'est la capacité de mettre en place des politiques correctes qui touchent directement la vie des gens et les gens se disent, vraiment les moyens que vous avez mis en place, la finalité là, aujourd'hui c'est que ça va. La Côte d'Ivoire en chantier et le pays va bien. C'est de cela qu'il est question. Monsieur Tout doit changer renvoie à des contre-vérités racontées à Soubré. Et d'ailleurs, ces contre-vérités sont plus que nombreuses. Elles consistent à nier les faits. C'est ce que l'on appelle le déni de la réalité. À se réclamer d'un parti politique sans en partager les échecs. Nos propos tirent leur fondement des preuves de réalisation, lesquelles prennent le contre-pied du discours plutôt populiste que brillant. Et donc, monsieur, tout doit changer. Siakadjan nous ramène à des bérets de quartier, à des bérets de grains. On appellera ça Congossa, pour juste penser qu'il est le plus intelligent, parce qu'il allait réunir des gens qui ont été convoyés par milliers pour venir faire simplement du bruit. Mais cela n'est pas de la politique, il ne faut pas confondre la foule et la réalité. Parce que tu peux réunir 10 000 personnes, mais si ces 10 000 personnes-là ne comprennent même pas de quoi tu es en train de parler, tu es en train de faire simplement béret des grains. Et chaque gens, plus c'est grand, plus c'est con. Ce n'est pas une injure, mais c'est une vérité qui tend à être à 90% vraie. Et tu es en train de démontrer aujourd'hui que vraiment, de la manière tu es long là, c'est comme ça qu'à l'intérieur de toi, là, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est ça aussi qu'il faut changer. La politique en Côte d'Ivoire, elle a fortement changé. Ce n'est plus parce que tu es le petit-fils du fouet, soi-disant, que tu auras une carte en blanc et que les gens vont te croire. Ça a changé. Alassane Ouattara aujourd'hui a changé, a inversé les tendances. Et donc le populisme, là, ça ne peut plus prendre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Si toi-même, tu te vois obligé d'aller changer tes propres informations sur Internet, c'est parce qu'il y a eu des vrais garçons pour te montrer tes limites. Ça, c'est d'abord toi seul et simplement sur le monde virtuel. Mais maintenant, dans le monde réel, c'est toi, celui qui a changé, celui qui est allé sur son Wikipédia pour changer ses informations et qui le change tous les jours là. C'est cette personne-là qui doit changer. Parce que c'est cette personne qui a beaucoup à apprendre. Si tu sais que ce que tu as mis dans ton Wikipédia, on a déjà l'original et que chaque jour tu changes là. Alors que la Côte d'Ivoire ne change pas, mais elle ne fait que progresser. Donc là, on sait qu'il doit changer quelque chose. Ainsi donc, de 2011 à ce 28 juin 2024, la dotation de la région de la Nawa en services publics éducatifs de base et scolaire nouveau se dénombre pour le préscolaire et le primaire à 2485 salles de classe et 8 collèges sur les 15 existants. Donc les 2485 salles de classe que le président Ouattara a construites dans la région de la Nawa, là, tout cet argent-là devait partir toi dans ton ventre. Et c'est ça que toi tu appelles le changement. Non, tu ne prendras pas cet argent pour aller payer les crédits des Blancs. Les Blancs dont tu as ruiné l'économie là, on ne te permettra pas de prendre l'argent des 8 collèges que le président Ouattara a construits dans la région de la Nawa pour aller payer tes crédits. Tu dis, tiens, la Côte d'Ivoire n'est pas là pour essuyer ton derrière. C'est une expression. Parce que la Côte d'Ivoire, ne nous fait pas croire que tu es le petit-fils du fouet et que la Côte d'Ivoire a le devoir moral d'essuyer tes derrière. On l'a fait pour Bédier et on a vu plus l'État était conciliant, gentil avec ces personnes, plus ces personnes devenaient des charges, des boulets, des difficultés à la tête de l'État.
La République des enfants gâtés, sachez-le, a pris fin avec le décès de l'individu Bédié. Et ne pense pas qu'aujourd'hui, toi, tu seras le deuxième Bédié de la Côte d'Ivoire. On va te permettre tes turpitudes et effacer tes erreurs. Non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la concrétude, ça n'existe pas. C'est un néologisme. Mais je veux dire la Côte d'Ivoire concrète véritablement. Et je fais simplement du néologisme. Pour dire concrétude, la Côte d'Ivoire qui est véritablement concrète ne va plus s'amuser à ce jeu-là. Et donc, je suis petit-fils du fouet. Et donc, ça doit suffire pour que tout ce que je fais, vous devez me pardonner. J'ai fait tomber la banque suisse. J'ai détourné ici les économies de plusieurs personnes pour essayer de mettre ça dans des placements d'argent. Et puis, ça s'est mal passé. Donc, permettez que je vienne pour pouvoir rembourser cet argent-là. On ne te permettra pas. Et donc, là, il faut changer d'abord ta manière de faire les choses. Il faut avoir le courage de venir dire que ce que je dis ici tous les jours, là, tu ne l'as pas fait. Il faut avoir le courage de dire que tu n'as pas ruiné des économies aux États-Unis. Ou bien, si ce n'est pas vrai, là, il faut poser plainte contre moi à Abidjan, là-bas. Il faut dire aux gens, quand tu étais au Crédit Suisse, là, malgré que la banque tombait, toi et puis tes collaborateurs, vous donnez des commissions faramineuses. Une banque qui est en train de tomber, vous n'avez pas été capable de dire la vérité aux actionnaires. Vous n'avez pas été capable d'arrêter la saignée, mais vous avez continué à vous payer avec des sommes extraordinairement grandes. Et tu nous dis que c'est avec ce comportement-là que tu veux venir gérer la Côte d'Ivoire. Et ce que tu as déjà fait là, à ton âge, là, c'est difficile qu'un individu puisse changer. Mais toi, c'est toi qui dis à la Côte d'Ivoire de changer. Mais tu veux qu'on change comment? Changer pour devenir comme toi? Pour que tu fasses tomber la Côte d'Ivoire? Pour que tu puisses ruiner la Côte d'Ivoire comme tu as ruiné les gens ici dont tu es venu prendre les économies? Non, cher monsieur, c'est toi qui dois changer. Ce sujet d'attention aux détails est rapidement devenu intéressant à partir de la volonté de ce journal d'exposer, en imposant ce contexte attractif, ignorant qu'il opposait son champion à ses propres contradictions révélées dans les discours précédents quand il était encore au Crédit Suisse. Et donc en parlant ainsi, tu viens de nous montrer que toi-même là, tu es le résultat, la conséquence directe même d'une politique pas du tout préparée. Tu viens de nous montrer que tu es un individu qui ne fait qu'évoluer dans ses contradictions. Et quand tu vois quelqu'un évoluer dans ses propres contradictions, ça veut dire que la personne n'a rien à proposer. Et quand tu n'as rien à proposer, comme c'est toi dans ton cas, Siakadjan, tu te tais et tu vas apprendre la politique. Ou bien simplement, tu te mets à l'école de ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Alassane Ouattara est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et je ne parle pas pour le flatter, mais je dis aujourd'hui, va dans toutes les grandes institutions du monde et trouve une seule aujourd'hui qui peut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas un modèle qui fait cas d'école. Et donc, on ne peut pas laisser quelqu'un qui fait déjà la fierté du système mondial pour prendre quelqu'un qui est un beau parleur ou qui pense être un beau parleur parce que beau parleur, tu ne l'es même pas. Tu n'es qu'un vieux menteur, mais je soupçonne en toi l'âme d'un vieux jaloux très désespéré. À cette époque, Tidjane Thiam déclarait dans une de ses conférences à Paris qu'il était contre la rupture et par conséquent qu'il avait même une préférence pour les petits changements progressifs. Mais ce vacillement de raisonnement montre son inconstance. Encore sa crédibilité en montrant qu'il peut devenir polémiste face aux événements comme il nous a été donné de le voir à Soubré. Et donc là, quand on veut être un véritable politicien, c'est pas quelqu'un qui fait dans les bérets des quartiers. Non, moi j'ai dit que c'est ça là. Non, moi je dis que c'est pas vrai. Moi j'ai dit on doit changer. Moi j'ai dit on change pas. Non, non, non. Un vrai politicien, ça se calme. Un vrai politicien, ça montre un programme cohérent. Un vrai politicien, comme je te l'ai dit, dans le capital politique d'un homme politique, il y a tes propos quand ça te rattrape. Hier, c'est toi qui disais que tu n'aimes pas les grands changements, tu aimes les petits changements progressifs, tu n'aimes pas, mais aujourd'hui, tu viens de dire que tout doit changer. Mais finalement, là, tu es quel type de personne? Tu as fait une conférence à Paris où on te demandait quel est le mode de gestion que tu proposais. Tu dis non, je suis contre les ruptures, par conséquent, je préfère les petits changements. Mais quand tu vas à Soubré pour nous dire que tout doit changer, est-ce qu'il n'y a pas deux personnes en toi? Je n'aimerais pas quand même essayer d'aller faire une étude interne de toi-même pour dire que tu es bipolaire. Mais en réalité, ce n'est pas de la bipolarité. Mais tu ne fais qu'adapter ton comportement et tes émotions en fonction des objectifs que tu ne peux pas déclarer aux Ivoiriens. En réalité, là, tu sais très bien que rien ne doit changer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas à améliorer. Le monde même est continuellement dans le changement progressif. Le monde doit toujours continuer. Mais dire que tout doit changer parce que toi, tu es arrivé en politique en Côte d'Ivoire, tu te trompes. C'est toi qui as beaucoup à apprendre
Et donc, c'est à toi de changer tes mauvaises habitudes qui ont fait tomber le Crédit Suisse, qui ont fait que tu as ruiné des gens avec leur économie, qui ont fait que vous êtes allé mettre le Mozambique dans des problèmes, qui a fait que tu as des problèmes avec les Chinois actuellement là. C'est tout ça là qu'il faut changer d'abord pour convaincre les Ivoiriens. Et ça, je sais que ça te fait mal chaque matin quand je sors pour dire ça, tu te dis, mais celui-là doit être un sorcier. Malheureusement, tu ne peux pas me payer. Parce que la conviction que moi j'ai, de voir aujourd'hui les Ivoiriens venir dire le président Ouattara nous a donné de l'eau, le président Ouattara nous a donné des routes, le président Ouattara nous a donné des universités, le président Ouattara nous a donné la paix. Quand moi je regarde tout ça aujourd'hui, je préfère croire en cette Côte d'Ivoire-là plutôt que de croire en la Côte d'Ivoire des fils à papa ou des filles à papa que vous êtes. Cette Côte d'Ivoire-là, malheureusement, le président Ouattara, depuis le 11 avril 2011, a cassé ce modèle-là et c'est ce qui vous gêne et c'est à cela que vous voulez revenir. Et pour revenir à ça, vous voulez changer cette politique-là qui est faite pour la majorité des Ivoiriens pour que cette politique devienne, tous les intérêts tombent dans vos poches. Le choix d'une politique économique solide. Les vraies réformes économiques sont structurelles. Toute réforme économique met du temps pour produire des effets. Le minimum estimé dans un environnement sans choc aussi entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire 1 à 2 mandats présidentiels au moins. Pourtant, malgré les crises endogènes et internationales qui se sont succédées respectivement en 2010, 2019, 2022, la Côte d'Ivoire, grâce à ce choix politique et économique, a maintenu sa croissance sans rien céder aux turbulences subies en dehors de 2020, où elle a fléchi sans atteindre la barre zéro, pendant que l'économie mondiale avait basculé dans le négatif. Une des preuves de cette solidité économique a permis, à partir de 2023, de procéder à un partage des richesses produites à travers l'augmentation des salaires catégoriels. Évidemment, pour atteindre cet objectif, il eût fallu que la Côte d'Ivoire ait articulé une politique économique intelligente pour maintenir sa croissance constante. Et donc, tout ce qu'on vous raconte là, c'est déjà des choses qu'on a déjà 1000 fois répétées ici. Et donc, la politique du président Ouattara, c'est l'une des meilleures politiques d'ouverture économique. Aujourd'hui, là, le cas ivoirien, sous l'ère Ouattara aujourd'hui, là, les gens se demandent comment un seul homme a pu faire tout ça en si peu de temps. Évidemment, pour atteindre un tel objectif, il a fallu qu'il y ait une politique économique, mais il a fallu d'abord qu'il y ait une intelligence pour maintenir cette croissance-là. Et ça s'appelle la politique du vivre ensemble, ça s'appelle Ado Solutions, ça s'appelle la Côte d'Ivoire solidaire, et etc., etc. Et donc, ce n'est pas le fruit du hasard, encore moins des bonnes paroles qu'on dit pour impressionner des foules qui ne comprennent même pas ce que c'est que l'économie. Et donc, c'est au milieu de ces amas de mensonges que la force du travail et les résultats obtenus puisent le sens de leur beauté, en permettant à la politique économique implémentée par le président de la République Alassane Ouattara de rendre risible la politique spectacle de tout doit changer en Guinée. Pendant que vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de faire les bérets des quartiers, les Congossa Radio Trècheville en pleine campagne, la vraie Côte d'Ivoire qui est au travail, à travers le président Ouattara, est en train de continuer le travail pour le bonheur des Ivoiriens. Et donc, le spectacle qui fait honte, un spectacle qui ferait rire, je me demande si tu ne dois pas changer tes compétences pour devenir un comédien. Tu peux t'essayer, puisqu'on dit que tout change et tout évolue, sauf les imbéciles. Et j'espère que tu n'es pas un imbécile. Et donc, tu peux changer comme tu veux que tout doit changer. Il faut commencer par changer toi-même d'abord. Là, on saura que vraiment, tu veux vraiment le changement. Les préjugés d'hommes exceptionnels cèdent progressivement la place aux qualités d'un homme au discours sans relief, accroché à la mystification de l'histoire qui, à chaque occasion de connexion avec ses militants, ses annonces ne résistent pas du tout à l'épreuve de la responsabilité. En d'autres termes, comment peut-on proclamer être d'un germe d'un parti sans en assumer les échecs? Et donc, au fur et à mesure que tu parles, Siaka Dian, on arrive à comprendre que tu voulais te présenter pour un homme exceptionnel, un homme qui en avait suffisamment dans le ventre, mais on vient découvrir que tu es quelqu'un qui a un discours qui est très instable, un discours qui n'est pas du tout cohérent et un discours qui souffre d'une platitude déconcertante, un discours qui souffre d'une mystification. Mais aujourd'hui, on t'a démystifié. Mais devant tes militants, tu veux tromper les gens et tu n'arrives pas à t'assumer. Nous disons que cela ne marchera plus. Monsieur, tout doit changer. Siaka Dian fait une annonce péremptoire qui peut avoir des conséquences
systémique si aucun outil d'analyse économique sérieux ne clarifie les enjeux et les dimensions de ce changement. Et donc tout ce que tu dis là, si c'était qu'il n'y avait pas les institutions internationales, si c'était qu'il n'y avait pas un gouvernement responsable comme celui du président Ouattara, et si c'était qu'il n'y avait pas un peuple aussi responsable que ce que le peuple de la Côte d'Ivoire est devenu aujourd'hui, ton discours aurait pu avoir un effet qui aurait trompé les gens. Mais quand tu demandes aux Ivoiriens aujourd'hui, entre hier et puis aujourd'hui, entre la gestion de Bédié Babo et puis la gestion d'Alassane Ouattara, lequel préférez-vous? Vous dites c'est pour Alassane Ouattara qui est mieux. Quand on demande à ceux qui donnent l'argent, mais l'argent que vous donnez là, est-ce que la Côte d'Ivoire est endettée? Ils disent non, non, allez regarder les notes, c'est un pays très stable. Et quand on demande à la Banque mondiale quelles sont les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire, vous disent mais tout va bien. Et donc donnez-nous d'autres résultats qui soient contraires à tout ce que je venais de vous dire. Et donc tant qu'on n'est pas capable de dire la vérité, on ne peut pas être un dirigeant. Et le syndrome du mensonge qui vous habite actuellement, je me dis, est-ce que ce n'est pas ça qui vous a pris dans le scandale du Crédit Suisse? Est-ce que ce n'est pas ça que tu vas amener en Côte d'Ivoire et nous mettre dans la politique spectacle? On n'est pas prêt pour cela. Nous ne sommes pas des histrions. Nous ne sommes pas des plaisantins. Et donc, chers messieurs, Siakadian, alias Tidiane Thiam, le politicien faiseur de spectacles, va d'abord apprendre ce que c'est que la politique. C'était un texte de notre père Koulibaly, Kalilo, que j'ai ici argumenté avec mes propres détails. Cela nous fait passer au sujet numéro 3. Le FPI, incarnation des contradictions internes du socialisme africain. On vous a déjà expliqué ici le socialisme et les différentes formes de socialisme. On ne va plus revenir dessus. Mais pour faire simple, le socialisme, c'est cette idée politique qu'on part de ce que l'homme est le centre de la société et donc il faut apporter des changements à l'homme, surtout les plus faibles, pour essayer de diminuer les inégalités sociales. Donc il faut constamment aider ceux qui sont les plus pauvres ou même la classe qui travaille, les travailleurs, et essayer d'évoluer. C'est-à-dire ceux qui s'en vont travailler tous les jours, les pauvres qui doivent toujours se maintenir en vie, il faut essayer d'améliorer petit à petit leurs conditions de vie. C'est ça, si on définit simplement le socialisme. Sinon, il y a plusieurs types de socialisme. Mais en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, on a vu que le socialisme dans nos pays africains ne tient ni compte de la définition première du socialisme, mais ils ont une autre manière de faire leur socialisme. Et c'est de cela que nous allons vous parler. La dérive ethno-nationaliste et réactionnaire du FPI-PPACI, son incapacité à se définir historiquement comme parti socialiste révolutionnaire ou à incarner une gauche centriste, son virage dans l'extrémisme identitaire de droite en est une matérialisation. Chez nous, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, quand vous voyez le PPACI qui était un parti ethno-nationaliste, un parti xénophobe, un parti de l'extrême droite, un parti qui était inscrit dans la haine, dans la violence, qui se retrouve aujourd'hui devenu soi-disant parti des panafricains pour encore tromper une fois les masses populaires, on arrive à comprendre que ce parti-là, même historiquement, n'arrive pas à se définir. Non seulement ce parti n'arrive pas à se donner une identité politique. On est socialiste, est-ce qu'on fait ce que le socialisme doit faire? Non. Historiquement parlant, comment des ethno-nationalistes peuvent devenir aujourd'hui des panafricanistes, soi-disant des révolutionnaires, ça ne passe pas. On ne peut pas être nationaliste et en même temps être africaniste. Et donc là encore, historiquement parlant, vous faites fausse route en vous contredisant. Donc vous vous contredisez idéologiquement, politiquement, historiquement. Et c'est ça, quand tu cherches un parti qui est dans les contradictions et qui se proclame être socialiste, il faut prendre le FPI-PPACI, tu vas voir toutes les contradictions dedans. En Afrique, le socialisme s'est traduit sur le terrain par la conservation de l'économie de subsistance, par la précarité et l'indigence des infrastructures, par la domination d'un État tutélaire, par le renforcement des inégalités et de la dualité de la société. Et donc, pour les socialistes xénophobes, ethno-nationalistes, identitaires et tribalistes, pour eux, le socialisme, c'est lorsqu'on arrive à ne pas pouvoir faire progresser les infrastructures. On maintient le désordre social. On maintient l'économie sous perfusion. On maintient un État qui est comme un État assiégé, où il faut toujours faire peur aux citoyens pour leur dire on est attaqué,
Ou mieux encore, depuis qu'ils sont là, il faut créer une société où on a les préférés qui sont là, son petit clan avec les petites filles au RAV4. Et puis maintenant, créer l'inégalité sans être capable d'utiliser l'économie pour essayer de créer une société plus juste ou bien pour essayer de répondre même à l'idéal du socialisme. Eux, ils ont plutôt créé une société où ils ont leur clan et les autres. Et quand je dis ici cette dualisation de la société, leur clan, ce sont ceux qu'ils préfèrent en ce moment, donc les nouveaux riches, et le reste de la société, elle peut aller en enfer, il peut aller en enfer. Les socialistes africains se sont enfermés dès le départ dans une contradiction originelle. Ils ont réinterprété Marx et Engels en contredisant l'un des principes cardinaux de leur doctrine. Et donc, si vous cherchez à savoir ce que c'est que le socialisme, pour aller rapidement, dans l'Europe d'une certaine époque, la classe ouvrière, ceux qui travaillaient dans les usines, dans les industries, qui étaient donc les plus pauvres, il y a des gens comme les Karl Marx ou les Engels qui sont venus et qui ont écrit des textes pour montrer qu'on peut, à travers un combat perpétuel, on peut tenter d'aider ces personnes-là pour essayer de faire améliorer leurs conditions de vie progressivement. Et donc, on va parler des luttes ouvrières et tout. Mais quand ces gens-là sont venus, ils ont fait le contraire de ce que Karl Marx et Engels avaient dit. Le socialisme était le produit du développement de la classe ouvrière et succédait donc au capitalisme industriel. Donc, pour Karl Marx et Engels, le socialisme, c'était lorsque la classe ouvrière arrive à voir que ses conditions de vie sont en train de progresser et que la puissante machine du capitalisme n'est pas en train de générer toute l'économie à son avantage, mais qu'il y a une redistribution qui fait que la classe ouvrière avance, les plus pauvres avancent. C'était ça le socialisme. Mais, au lieu encore d'être en harmonie avec soit Marx ou avec Engels, les socialistes africains ont tenté de fabriquer un socialisme sans classe ouvrière. Eux, ils n'ont jamais, je veux parler du cas du PPAC et FPI, tenu compte des aspirations des classes ouvrières. Quand je parle des classes ouvrières ici, je veux dire tous ceux qui sont là pour travailler, les différentes corporations. Ils n'ont jamais su tenir compte d'un modèle social pour pouvoir aider, mais plutôt eux se sont basés sur un modèle tribal. On va se baser sur notre village pour pouvoir maintenant créer notre communauté et à partir de là maintenant, on va mettre les choses en les limitant à partir de nous. Ils ont assimilé l'économie moderne de production de capital à l'économie traditionnelle de production des hiérarchies du monde lignagé. Ils sont restés dans une économie villageoise où pour dire, c'est qu'on a là aujourd'hui, là, c'est ça on mange, demain là c'est un autre jour. Et ça, ils ont identifié la démocratie prémoderne du consensus et de la palabre à la démocratie représentative moderne des compromis et de la confrontation des intérêts et des valeurs. Au lieu de créer une démocratie où ce sont les idées qu'on confronte, où ce sont des arguments contre arguments, bilan de société contre bilan de société, etc. Intelligence contre intelligence, travail contre travail. Je vais parler de bilan concret, de résultats concrets du travail des hommes politiques. Eux, ils ont plutôt préféré une démocratie à la villageoise où on se met sous l'arbre à palabre et puis on vient pour raconter des histoires sans tête ni queue. On vient pour dire des grands mots et des proverbes pour distraire le peuple. Alors que gérer n'est pas une chose d'amusement. Et donc, malheureusement, c'est ce que leur démocratie socialiste est devenue. Ils ont confondu le peuple et ses classes sociales avec les ethnies et les hiérarchies lignagères. Ils ont assimilé le pouvoir moderne dirigé par les élus des catégories de la société globale au pouvoir traditionnel dirigé par les chefs lignagers. Et donc, ils ont pensé que le peuple, là, ce sont les ethnies. Le peuple, ne c'est pas forcément les ethnies. Le peuple, c'est pas notre village. Et donc, le peuple, c'est l'ensemble de toutes les catégories sociales. Et ils n'ont pas compris ça. Et ils ont pensé que la gestion du pouvoir devait être une gestion traditionnelle, une gestion villageoise qui devrait se faire comme si on était dans un village et donc comme si on était dans son clan. Alors que nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes plusieurs groupes d'intérêts et nous sommes encore, comme je le disais, plusieurs catégories de la société avec des différences linguistiques, des différences idéologiques, des différences philosophiques, des différences religieuses, des différences de plusieurs ordres. C'est quand tu arrives à mettre tout cela ensemble pour leur proposer quelque chose de réel qui arrange tout le monde. Eux n'ont pas réussi à faire cela. Ils ont voulu donc diriger le pays comme un campement. Et c'est ce qui a fait leur échec.
Et donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore convaincus, allez regarder le PPACI, FPI de Laurent Gbagbo. Ce parti-là incarne toutes les contradictions du socialisme africain. C'est un texte de notre père Alexis Diette avec une explication déclarant pro-vérité. Et on passe au sujet numéro 4, le dernier. Présidentielle 2025. Les enseignants du RHDP sans détour. Si le président Ouattara n'est pas candidat, il aura trahi les Ivoiriens, il n'a pas le choix. Le président Dr Drissa Ouattara, élu depuis le 9 mars 2024 à la tête de l'organisation, l'a annoncé ce mercredi 26 juin 2024 à la rue Le Pic. C'était en marge de la présentation de son bureau exécutif national composé de 60 commandos entre guillemets, son secrétaire exécutif représenté par le ministre Roger Adom. Nous voudrions le réitérer solennellement et publiquement que tous les enseignants du RHDP et certainement au-delà réclament clairement et unanimement et objectivement la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025 comme candidat du RHDP, a déclaré Dr Drissa. Si le président Ouattara n'est pas candidat en 2025, il aura trahi les Ivoiriens. Il doit être candidat, il n'a pas le choix, à marteler M. Ouattara. Bien avant, il a indiqué que depuis son élection, le 9 mars 2024, il a tenu compte des spécificités de l'organisation et des conseils du secrétaire exécutif du parti, M. Cissé Ibrahima Bakongo, pour constituer une équipe homogène et représentative qui réunit désormais les 3 ordres d'enseignants, sans toutefois omettre la nécessité de la promotion du genre. Présentant les principaux axes d'action de son mandat, le président Drissa a assuré: les enseignants comptent prendre toute leur place au sein du processus électoral qui démarre bientôt. Il s'agira pour nous d'être pleinement actifs depuis la phase de la révision de la liste électorale jusqu'aux élections, en passant par les parrainages, la pré-campagne, la campagne électorale proprement dite. Cela nécessite inéluctablement l'élargissement et la redynamisation de nos bases à travers le pays. En tant qu'enseignants, nous ferons de la formation de tous les militants du RHDP une de nos missions essentielles, sans oublier le fait qu'en étant que laboratoire d'idées pour le parti, nous comptons être une force de proposition et de réflexion pour le parti et pour la bonne marche de l'école ivoirienne que nous voudrons voir davantage performante, a déclaré M. Ouattara. Et donc on va s'arrêter là, ça continue. Mais ce qui était intéressant, ce sont les enseignants qui se sont réunis, qui disent qu'il faudrait que le président Ouattara continue son travail qu'il a commencé, parce que déjà, il en a suffisamment fait, et aujourd'hui, il ne peut pas abandonner cette dynamique-là. Ce sont toutes les couches de la société, et c'est ce qui est important. Quand tu vois les différentes couches de la société, après les chefs de village, après les militants du RHDP, après les Ivoiriens ordinaires qui disent « tu n'as pas encore fini de mettre couronne dans mon village, il faut terminer », après, beaucoup d'autres couches sont en train de se signaler pour dire véritablement, pour le travail que le président Ouattara a commencé, il faut qu'il termine. On ne va pas me dire quand même que les enseignants quand même sont des idiots. Et donc si aujourd'hui ces personnes-là sortent pour donner leur avis, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a encore besoin du président Ouattara. Mais aujourd'hui, je me suis donné un exercice à partir de cela. J'aimerais présenter, une fois on était sur TikTok et il y a quelqu'un qui a dit « Est-ce que tu peux nous présenter les bilans du président Ouattara avec des arguments chiffrés ?» Et ce jour-là, on n'avait pas eu le temps et je n'avais pas pu répondre, mais ça m'est resté à l'idée. Et hier, comme ça, je m'amusais. Et puis, j'ai dit, bon, je vais en même temps faire ça aujourd'hui. Et donc, quand je vais faire ça, après, je vais découper cette partie-là. Et vous prenez, vous leur donnez. Et puis, ils n'ont qu'à aller voir ce qui est faux dedans, ils n'ont qu'à venir présenter. Et donc, le président Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce président travailleur qui parle peu, qui a fait passer la Côte d'Ivoire. En 2011, la Côte d'Ivoire avait 2850 localités électrifiées. De 2850 localités électrifiées en 2011, le président Ouattara nous a fait passer à plus de 7500 localités électrifiées en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le président Ouattara seul, en 13 ans, là, il a électrifié 4650 localités. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? En 13 ans, là, lui seul, ça veut dire en 60 ans,
De 1960 jusqu'en 2011, là, toute la Côte d'Ivoire était électrifiée. Les localités électrifiées, là, c'était 2850. Quand le président Ouattara est venu là, lui seul en 13 ans, il a électrifié 4650 localités. Ça se respecte. Ça veut dire qu'il a fait plus du double de ce qui n'a été fait entre 1960 et 2011. Ça, c'est la première réalité que je mets en face de tout le monde. Quand le président Ouattara vient prendre le pouvoir, en 2011, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre, très endetté. PPTE. Mais aujourd'hui, en 2024, là, la Côte d'Ivoire est la deuxième économie de la CEDEAO. Et donc là, non seulement on est quitté dans l'étape même des pays pauvres endettés, mais on a aujourd'hui un pays qui est respecté, qui est solvable, et on est une des économies, sinon la deuxième économie la plus dynamique de la CEDEAO. Et donc on est quitté de l'économie de la honte à une économie performante. Ça aussi là, c'est même plus qu'un chiffre, ça se voit, ça se sent. Le président Alassane Ouattara a fait passer le budget de l'État de la Côte d'Ivoire, qui était de 3033 milliards en 2011. Il a fait passer ce budget-là en 2023 à 12 475 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en 13 ans, là, le président Ouattara a ajouté au budget de l'État de Côte d'Ivoire, lui seul, il a ajouté 9 442 milliards en 13 ans. Donc quand on dit les choses comme ça, là, tout le monde comprend. Maintenant, on dit là, ceux qui ne sont pas d'accord là, et qui disent qu'ils veulent qu'on change là, venez nous dire si ce qu'on est en train de raconter là, si les gens ne voient pas, et si ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Si le budget n'avait pas été performant, on n'allait pas pouvoir vous payer les faux politiciens. On n'allait pas pouvoir vous payer vos rentes viagères. Mais aujourd'hui, là, en 13 ans, Alassane Ouattara a ajouté 9 442 milliards au budget de l'État de Côte d'Ivoire en 13 ans. Quand on dit ça, là, ça peut vous faire mal, mais ce sont des réalités qu'on voit aujourd'hui. Le président Ouattara, quand il est venu là, en 13 ans, lui seul, il a construit 33 ponts et échangeurs. Il y a qui a fait ça avant lui? C'est de cela qu'on parle. On ne va pas vous mettre là, vous citer tout le nom. On n'a pas tout le temps. Mais venez nous dire que ce qu'on dit n'est pas vrai. Lui seul, il a fait 33 ponts. Si ceux qui l'avaient précédé avaient fait ne serait-ce que la moitié, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui pays développé. C'est de cela aussi qu'il est question. Quand on n'a rien fait, et quand on ne peut rien faire pour les Ivoiriens là, on ne vient pas dire qu'il faut changer ou on ne vient pas dire qu'on est contre quelqu'un. Reconnaissez vos incapacités, laissez les Ivoiriens profiter du développement. Mais on va plus loin. Quand le président Ouattara prend le pouvoir en 2011, exactement le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire a un taux de pauvreté de 56%. De quoi est-ce que nos opposants parlent? Aujourd'hui, en 2024, la Côte d'Ivoire a un taux de pauvreté de 39,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Ouattara seul là, il a fait reculer la pauvreté de 17% en 13 ans. Lui seul là, il a fait reculer la pauvreté de 17% en 13 ans. Ça là, qui a fait ça? Et qui peut faire ça si ce n'est pas Alassane Ouattara? Et qui peut contester ça? C'est ce qu'on attend. Venez, on va analyser et puis déconstruire ça. C'est de cela qu'il est question. Mais encore pour ceux qui veulent de la réalité, quand le président Ouattara prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire était aux mains des mercenaires libériens, le Lima FS, les mercenaires angolais, les mercenaires biélorusses, les mercenaires de tout acabit, les escadrons de la mort, les miliciens les plus crapuleux, la FESI et autres. Voilà ce qu'était l'armée de la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien cette partie-là. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde sait ça. Une armée désorganisée, une armée en lambeaux. Mais qu'est-ce que le président fait? En 13 ans de gestion, il fait passer l'indice de sécurité de 3,6 en 2012 à 1,39 en 2022. Ça veut dire quoi? Il a fait baisser l'indice, il a fait baisser l'insécurité de 3,6 points en 2012. Là. Il a fait baisser l'insécurité
à 1,39% en 2022. Aujourd'hui, là, est-ce qu'au fond de chacun de nous, là, est-ce qu'on ne se sent pas plus en sécurité qu'avant? Et donc, là, on peut chiffrer puis montrer ça aux gens. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Mais ce qui est encore plus intéressant, qu'on dit aux gens, parce que ce travail que nous faisons là, ce sont des recherches approfondies. Et donc, on ne parle pas pour nous-mêmes, mais on dit les choses pour que vous preniez ça et puis vous partez contester. Mais qu'est-ce qui a permis au président Ouattara de mettre la Côte d'Ivoire dans une situation d'un pays qui est dans la paix? Je ne dis pas seulement qu'on est en paix, mais on est dans la paix. C'est-à-dire, nous, on est à l'intérieur de la paix. Il a retransformé cette armée approximative pour en faire une armée aujourd'hui qui est la 98e armée au monde. Quand on fait le classement des armées en 2024, le rapport de globalfirepower.com, puissance de feu mondial.com est sorti pour 2024. Je suis allé sur le site. J'ai regardé le premier pays le plus puissant militairement, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la Russie. J'ai commencé à regarder jusqu'à... Je vois la Côte d'Ivoire 98e sur 145 pays. Ça y est, les 145 pays au monde qui ont accepté d'être dans ce classement-là, la Côte d'Ivoire est 98e. Avec une perspective de progression ou même de croissance positive. Et donc, si vous partez sur le site de globalpower.com 2024, les armées les plus puissantes, on vous dit que l'indice de la puissance de feu de l'armée ivoirienne en 2024 est de 1,9851 avec une croissance positive. Ça veut dire quoi? Une transformation profonde pour quitter d'une armée de mercenaires de barbares pour en faire la 98e armée la plus puissante au monde. C'est de cela qu'il est question. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être dans la paix. Sachez aussi que pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, que lorsque le président Ouattara prend la Côte d'Ivoire, Obama appelle Gbagbo, il ne prend pas le téléphone. Les gens lui disent, tu as perdu les élections. Lui-même ne veut pas respecter sa parole. Lui-même, ses amis socialistes lui disent, à travers François Hollande, que tu n'es pas fréquentable. Donc, le président Ouattara prend en héritage un pays qui est infréquentable, qui est désordonné. Mais, en 13 ans, le président Ouattara réussit aujourd'hui, en 2024, à faire de la Côte d'Ivoire un pays membre non permanent des Nations Unies. Ça veut dire les grandes décisions du monde aujourd'hui, là, avant de les prendre, là, on demande l'avis de la Côte d'Ivoire. Après plus d'un quart de siècle, sans mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fallu qu'on attende le président Ouattara pour que la Côte d'Ivoire aujourd'hui vienne reprendre une place non négligeable dans les instances internationales. Et donc, il y a 10 pays non membres permanents. Et parmi ces pays-là, on a la Guinée équatoriale, on a la Côte d'Ivoire, qui ont tous été élus avec 185 voix. Comme pour vous montrer que la Côte d'Ivoire du sérieux vient avec un homme sérieux qui s'appelle Alassane Ouattara. Qu'on vienne me prouver que cela n'est pas vrai, puisque je donne des chiffres. Mais allons encore plus loin, pour être encore plus concret. Quand le président Ouattara prend la Côte d'Ivoire, on n'a que 3 universités. On va les citer. On a l'université Nangui Abrogwa, on a l'université, ou bien si vous voulez l'université d'Abobo Adjamé, on a l'université d'Abidjan, c'est-à-dire Cocody, et puis on a l'université de Bouaké. Voilà ce qu'on avait. Le 11 avril 2011, voilà ce qu'on avait. Il n'y en avait pas plus. Mais ça là, c'était de 1960 jusqu'en 2011. Donc il faut faire 1960-2011. Tout ce temps, on n'avait que 3 universités. Mais quand Alassane Ouattara seul vient, en 13 ans, il fait le double de ce qui a existé depuis 1960. Il nous ramène aujourd'hui à 9 universités en Côte d'Ivoire en 2024. Voilà des bilans concrets. Et c'est ça qui fait peur aux opposants. Et économiquement parlant, et on a déjà montré tout ici par A plus B que nos opposants n'en valent pas la peine. Mais la Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui comme le seul pays souverain d'Afrique subsaharienne bénéficiant d'une perspective positive, selon les 3 agences mondiales de notation, qui sont S&P, qui note la Côte d'Ivoire avec BB-, perspective stable, le Moody's, qui note la Côte d'Ivoire avec BA2, perspective stable, et Fitch,
qui notent la Côte d'Ivoire avec BB- avec perspective stable. Est-ce que tous ceux-là peuvent se tromper? Toi, Tidjane Thiam, tu es qui? Toi, tu peux être plus fort que l'institution mondiale? Et tu veux mentir aux gens? Bon, ça là, c'est ceux-mêmes là qui décident de tout là, c'est eux-mêmes qui disent ça. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président Ouattara qui le dit. Les chiffres et les réalités que vous voulez qu'on cache aux Ivoiriens là. Quand on dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, vous dites que tout va mal là. Ceux qui donnent l'argent, ceux qui sont les financiers et les gendarmes du système mondial vous disent que la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique subsaharienne, en bas du Sahara, là, qui bénéficie d'une perspective positive. Et ce n'est pas un hasard que les 3 agences de notation mondiales aient le même résultat sur la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un tel contexte, quel que soit le président, sauf si ce n'est qu'Alassane Ouattara. Mais encore, il faut aller plus loin. C'est grâce au président Ouattara que notre PIB, qui était de 12 113 milliards en 2011, vous savez, j'ai expliqué le PIB ici 1001 fois. Quand on prend une année là, le travail que tout le monde a fait là, quand on calcule la richesse totale des Ivoiriens sur une année là, c'est ça qu'on appelle le produit intérieur brut. En 2011 là, toute la Côte d'Ivoire produisait 12 113 milliards en 2011. Mais en 13 ans, le président Ouattara a fait passer le PIB de la Côte d'Ivoire à 47 790 milliards en 2023. Ça veut dire quoi? Il a multiplié presque 4 fois même, je dirais. Il a multiplié 4 fois le PIB de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire la richesse totale de la Côte d'Ivoire, il a multiplié ça par 4. Ça, là, venez nous dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, pour ceux qui l'appelaient, qui ne sait pas qu'on appelle Alassane Ouattara Madou Goudron? On dit qu'il aime trop faire goudron. Mais quand il est venu là, il n'a trouvé que 6500 km de goudron. Mais en 13 ans, il a fait passer de 6500 à 8163 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en 13 ans, là, lui seul, Alassane Dramane Ouattara, là, il a ajouté 1663 km de goudron. Il a fait la réhabilitation de 40 000 km de routes et de pistes rurales. Il a fait le bitumage de 545 km de routes neuves interurbaines, c'est-à-dire dans les villes. Et il a fait 115 km d'autoroutes et 245 km de voiries. C'est d'Alassane Ouattara qu'on est en train de vous parler. C'est un champion poids lourd à qui personne ne peut se mesurer. Et c'est ça qui fait peur à l'opposition. Alassane Ouattara est trop lourd pour eux. Mais venons à l'éducation. Quand Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2011, toute la Côte d'Ivoire compte 275 lycées et collèges. Quand tu mets tous les lycées et tous les collèges ensemble, il n'y en avait que 275. Mais en 2023, on en a 797. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en 13 ans, là, Alassane Ouattara seul, là, quand tu fais 797 moins 275, lui seul, là, il a construit 522 lycées et collèges. 522 lycées et collèges. Prenons la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, c'est le seul qui a pu mettre une politique de couverture maladie, même si elle n'est pas parfaite, comme on n'est pas dans un monde parfait, mais au moins là, il l'a fait et ça se voit. Et aujourd'hui, grâce à sa politique, il a rendu la Côte d'Ivoire aujourd'hui le hub sanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a les appareils les plus performants. J'ai déjà réalisé une émission où j'ai déjà parlé de cela. Mais mieux, grâce au centre de santé communautaire, 75% des populations de la Côte d'Ivoire aujourd'hui disposent de centres de premiers soins à moins de 5 km des habitations. C'est-à-dire à chaque 5 km là, il y a un endroit où un Ivoirien peut se soigner. Et mieux, en 13 ans, le président Ouattara, sur l'ensemble du territoire ivoirien, a multiplié par 2,5 le nombre de médecins. Ça, ce sont des choses qu'on doit pouvoir dire aux gens. Et maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord là, c'est qu'on dit là, enregistrez, puis venez dire le contraire. C'est de cela qu'il est question. En 2011, lorsque le président Ouattara prend le pouvoir, c'est seulement 55% des Ivoiriens qui avaient accès à l'eau potable. Mais aujourd'hui, c'est presque 80%. Ça veut dire à lui seul là, il a donné l'accès à l'eau potable à 35% des Ivoiriens. Si on part sur la base que nous sommes aujourd'hui 30 millions d'habitants,
Ça veut dire que Alassane Ouattara, lui seul là, il a pu donner de l'eau potable à 10 500 000 personnes en 13 ans. 35% de la population ivoirienne. Ça, qui a pu le faire avant lui? C'est de cela qu'il est question. Et quand on parle comme ça, là, c'est ça la plus grosse peur des opposants. C'est quand on va sortir ce matériel, quand on va sortir ces arguments, les mettre là. Et on va leur demander, vous avez fait quoi? Non, on n'a rien fait. Et les gens vont se dire, mais pourquoi vous êtes là? C'est cette honte-là qu'ils ne veulent pas assumer. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas que le président Ouattara continue son travail. Et donc, il ne faudrait pas qu'il soit candidat. Mais il faut rappeler encore que c'est lui, Alassane Ouattara, le seul président ivoirien qui nous a fait gagner quand il était Premier ministre là. Si Alassane Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire, mais Premier ministre, on ne gagne pas Cannes. Oui, on ne gagne pas Cannes. Quand il était Premier ministre là, si Côte d'Ivoire avait gagné Cannes là, et puis sentir là, manger bio et puis bien là, il faut qu'on prenne Alassane Ouattara. Donc là, en 92 là, en tant que Premier ministre, il nous ramène la coupe. En 2015, en tant que président, il nous ramène la coupe. En 2024, il nous ramène cette même coupe-là. Ça, si lui n'est pas là, Côte d'Ivoire ne va jamais sentir odeur de Coupe d'Afrique. Donc, vous ne voulez pas qu'on remporte la prochaine Coupe d'Afrique, non? Si vous ne voulez pas qu'on remporte la prochaine Coupe d'Afrique, là, laissez Alassane Ouattara partir. Vous allez voir Cannes là pendant, vous n'allez plus jamais remporter. Mais, allons encore plus loin. C'est lui, Alassane Ouattara, depuis que l'Afrique existe là, et depuis que le monde existe là, c'est lui qui a organisé la CAN la plus suivie dans le monde. Plus de 2 milliards de spectateurs, sans compter ceux qui sont venus. La CAN la plus... Sinon, en Côte d'Ivoire, on dit ça, la CAN la plus douce. Sinon, on ne dit pas ça en bon français. C'est lui seul qui a pu organiser la CAN la plus douce au monde. C'est lui qui a pu faire ça. Et c'est Alassane Ouattara qui a organisé la Coupe africaine des Nations la plus rentable que la CAF elle-même ait reconnue. La CAF nous dit qu'eux n'ont jamais eu bénéfice comme la CAN qui a été réalisée par Alassane Ouattara, le président. Ils disent qu'eux, ils ont eu plus de 40 milliards de bénéfices, plus de 80 millions de dollars américains. Ça fait, eux, ils ont eu bénéfice de plus de 40 milliards de francs CFA. C'est aussi lui qui a organisé la CAN de 2024 en dépassant même les standards d'une coupe du monde. C'est Alassane Ouattara aussi qui a fait ça. Il n'est pas dans les petits détails, il n'est pas dans le saugrenu, il n'est pas dans le superflu. C'est Alassane Ouattara qui a augmenté le SMIC des Ivoiriens, qui était d'abord de 40 000, il a fait monter à 60 000 et aujourd'hui en 2023, là, il a fait plus d'une augmentation de 25%, aujourd'hui on a 75 000. C'est Alassane Ouattara qui a augmenté le salaire des fonctionnaires de plus de 15%. C'est Alassane Ouattara qui a mis le pays en chantier. Et c'est pourquoi vous voyez, et les Ivoiriens vous le témoigneront volontiers, tous les projets titanesques qui illustrent l'engagement des autorités ivoiriennes à améliorer la vie des Ivoiriens, l'accessibilité, la connexion entre les différents territoires et à consolider la position de la Côte d'Ivoire comme étant le pôle régional majeur en termes d'infrastructure. Et ça, là, aujourd'hui, là, on va bientôt avoir les métros et autres. C'est de cela qu'il est question. Et lorsqu'on parle des secteurs de l'emploi, il n'y a jamais un régime qui ait autant donné l'espoir que celui du président Ouattara, avec la banque qui fait de l'ouverture aux jeunes gens. 1 milliard par jour, comme c'est dit, pour aller plus rapidement. Le secteur de l'emploi a enregistré un progrès sans doute. Plus de 3 millions de nouveaux emplois ont été créés en 2011 et 2022. Et il y a près de 2 millions qui ont été uniquement créés pour les jeunes. Rien que pour 2022, il y a 118 641 nouveaux emplois formels qui ont été déclarés. C'est de cela qu'il est question. Côté éducation, pour lier cela avec l'employabilité, en 2019, grâce au PND, il y a 10 300 enseignants qui ont été recrutés. Venez nous dire que ça, ce ne sont pas des réalités. Et qui a fait ça avant le président Ouattara? Venez nous dire que les familles les plus nécessiteuses ne reçoivent pas 36 000 francs à travers les filets sociaux. Et il y a plus de 50 000 familles qui ont reçu ces fonds-là. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'il est question. Et c'est du bilan d'Alassane Ouattara. Et c'est ce bilan-là qui fait souffrir les opposants. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On va progressivement aller rapidement, comme je l'avais dit, malheureusement, on a été pris par le temps. On va lire l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini, il va nous rester seulement que 20 minutes
On va donc laisser la parole rapidement à certaines personnes de dire 2 ou 3 mots et puis fermer le direct. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Un songe bizarre. Était-ce un rêve? Était-ce un cauchemar? Toujours est-il qu'il s'y dégageait une atmosphère délétère. J'ai vu des corps qui semblaient être ceux de soldats gisant au sol sans vie. Ces soldats auraient-ils pu être tombés dans un guet-apens? Mais pourquoi étaient-ils à cet endroit? Avaient-ils été envoyés par un chef? C'est alors qu'une voix se fit entendre expliquant que leur chef, à l'origine de ce drame, en était que de nom. Le genre de leader qui prend la fuite au moindre coup de canon. Un irresponsable indigne qui envoie ses pères au front avec le stupide slogan de « Ma connerie ou le chaos, vous mourrez ». Le chef Maboul aurait lui-même usurpé sa place de chef. Cela ne devrait plus exister de nos jours. Quel soldat obéit encore à un usurpateur, fut-il en treillis? Le chef s'était, paraît-il, volatilisé, caché en lieu sûr, en attendant que. Que quoi? C'est alors que des soldats blancs, d'anciens bannis sociaux, ex-chefs de gang, voleurs et assassins dans leur pays, firent leur entrée dans le pays du chef vautour. Mon Dieu! Il n'y a pas plus dégradant, plus dévalorisant pour un gueulard que de démontrer ainsi au grand jour son incapacité à faire mieux que son prédécesseur qu'il avait forcé au départ. En tout cas, le chef lâche, racé, René sortit de sa tanière une fois que les soldats blancs étaient dans la place. Que s'était-il passé dans sa cachette pour qu'il soit devenu aujourd'hui presque inaudible, nous laissant penser qu'il plane désormais sur sa grosse tête une épée de Damoclès? Une chose semble déclencher, qu'il a tiré de son profond rêve de pouvoir berner son peuple encore plus longtemps. Quant à moi, c'est l'heure du réveil aussi. Il y a de ces rêves au cauchemar, on va dire, qui vous épuisent et vous donnent l'impression que la nuit n'a duré qu'1 heure. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette description d'un chef lâche qui massacre sa propre armée au nom des différences idéologiques et qui veut faire croire à une attaque djihadiste. Et chers parents, il faut voir les vidéos, les images pour vous rendre compte combien de fois cela est horrible. Et Mère Blanc pose une question qui est très essentielle. L'armée, c'est d'abord la structure, le commandement. Qui a envoyé ces soldats au front? Qu'ils soient morts à travers une attaque djihadiste ou à travers un règlement de compte, et qui les a envoyés là où ils étaient? Ce chef-là est le premier accusé. Est-ce que les soldats burkinabés mouraient par centaines, par dizaines de centaines quand ils étaient dirigés par des civils? Est-ce qu'aujourd'hui le Burkina, qui aujourd'hui a besoin de faire recours à des forces mercenaires, n'est pas devenu un État paria? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Imaginez-vous quelqu'un qui a été formé pour être un médecin, mais qui lui-même, ne pouvant pas assurer sa fonction de médecin, c'est lui qui demande aux patients de le soigner, ou bien de soigner les gens. Comme on peut comprendre qu'un militaire qui dit qu'il pouvait mettre fin à l'instabilité au Burkina en 3 mois, comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est lui qui a besoin des mercenaires? Et j'ai déjà fait une émission, je crois, à 2 ou 3 jours, où je vous ai parlé du danger des mercenaires. Et donc voilà autant de questions que les Burkinabés devraient se poser pour comprendre que le Burkina aujourd'hui est un État en danger, un État en faillite. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Et donc tous ceux qui vont prendre la parole, s'il vous plaît, allez juste à l'essentiel. En 2-3 minutes, laissez la parole. Allez juste à l'essentiel pour qu'on puisse fermer. Parce que moi, je dois aller au boulot rapidement. On a été déjà pris par le temps. Et parce que le direct, quand je l'ai lancé, il y avait pas, ça a été coupé.
malheureusement, il n'y avait pas le support et ça fait qu'on a perdu 10 minutes. Et donc, malheureusement, on ne pourra pas laisser la parole aux gens comme on le voudrait. Et donc, dans un maximum de 2-3 minutes, allez juste à l'essentiel, laisser la parole pour ne pas nous piéger le temps d'aller au boulot. Et donc, merci à tous ceux qui veulent parler. Si vous voulez parler, signalez-vous extrêmement rapidement et ne prenez pas la parole pour plus de 3, maximum 5 minutes. Laissez-la pour qu'on puisse progresser. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui voudraient bien appeler. Alors? Oui, bonjour, oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous. Ok, ça va. Donc, on vous laisse la parole pour maximum 5 minutes. Ok, parfait. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je vais parler juste de 2 sujets. Je ne serai pas trop long. Le premier sujet, j'aimerais encore de nouveau m'adresser au chef d'État de la CEDEAO. Cher président de la CEDEAO, vous savez, que ce soit les putschistes, je suis au téléphone, que ce soit les putschistes qui sont au Niger, que ce soit les putschistes qui sont au Mali, que ce soit les putschistes qui sont au Burkina Faso, c'est des gens qui sont en train de jouer avec vos esprits. Quand ils se lèvent pour faire des bêtises là, eux que vous voulez vous lever pour aller les remettre à l'ordre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer sur tous les toits que vous voulez venir les faire du mal, vous voulez venir les attaquer, vous allez venir faire des morts, ils jouent avec vos esprits. Mais eux là, quand la population ou les militaires veulent se lever contre eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'hésitent même pas à être solidaires entre eux-mêmes les putschistes. Ils s'en fichent de ce que les gens pensent. Ils s'en fichent de ce que les gens vont dire. Mais vous, quand vous voulez vous lever pour aller remettre de l'ordre par rapport aux différents putschs qu'ils veulent faire, regardez ce qu'ils font. Ils jouent avec vos esprits. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi, chers dirigeants de l'Afrique de l'Ouest? Arrêtez de vous faire embobiner. Arrêtez de vous faire harakiri, quoi. Ces gens-là, ils ne sont pas là pour quitter le pouvoir. Ils sont solidaires entre eux. Quand il y a un problème là, les autres n'hésitent même pas à aller les dire. Ils s'en fichent de ce que la communauté internationale pense. Ils s'en fichent de ce que les chefs traditionnels pensent. Ils s'en fichent de ce que les imams pensent. Ils s'en fichent de ce que les chefs catholiques pensent. Ils s'en fichent en fait. Ils font ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont à faire pour s'entraider. Peu importe ce que les gens pensent. Mais vous, quand ils veulent faire des pushs quand il y a un push dans un pays là, mais pourquoi vous hésitez à aller mettre de l'ordre? Ce que vous tolérez là, ça va finir par vous avaler vous-même. En étant doux, en étant conciliant, en étant diplomate, en étant des gens qui écoutent les chefs religieux, en étant respectueux de ceci, de cela, ça va finir par vous avaler. Ce qui s'est passé au Burkina là, c'est un signe pour dire ils s'en fichent de vous, eux ils sont là pour être solidaires entre eux, peu importe ce que les gens pensent. Donc c'est ce que je veux prendre pour interpeller nos chefs d'État, pour qu'ils fassent très attention et d'être durs et fermes. Si jamais une situation comme ça se passe dans un pays où on fait un coup d'État, il faut être très ferme. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que j'aimerais prendre pour interpeller nos chefs d'État. Deuxième point, à chaque fois j'en parle, mais j'en parle encore aujourd'hui, c'est concernant la justice. Le chef d'État a dit dans son discours qu'il faut qu'il y ait une justice équitable pour tout le monde. Chers parents, chers dirigeants, je ne cesse de vous le dire, on ne cesse de vous le dire sur cette plateforme-là. La justice, là, c'est complémentaire au développement. Si vous voyez que beaucoup de nos parents fuient pour aller en Occident, c'est parce qu'il y a une justice. S'il n'y a pas de justice, là, on va venir faire quoi ici? La justice accompagne le développement. Quelqu'un qui veut faire son activité, là, il va le faire en toute justice, personne ne va le déranger. Quelqu'un qu'on a volé son argent, il va porter plainte, son argent, on va lui donner. Ça accompagne le développement. Quelqu'un, on a fait du mal à tes parents, on a tué tes parents, c'est la justice, là, est-ce que tu as été vengé? Quelqu'un, on a tué tes parents. Mais lui qui a tué tes parents, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Est-ce que tu as été vengé? Tu as pu te venger. Mais si celui qui a tué tes parents, on le laisse en liberté, il se promène avec des grosses 4x4, il se promène avec les voitures climatisées, il a des garde-corps. Mais toi qui as tué tes parents là, qu'est-ce que tu vas penser? Mais tu as pensé quoi? Tu as voulu te venger. Et le développement qui va être la paix là, est-ce qu'on aura cette paix là? C'est ce qu'on essaie de vous dire. Les criminels qui sont en liberté, qui ont tué les parents, qui ont fait du mal là, mais pourquoi ils sont en liberté? Il faut que, mais non seulement ils sont en liberté, mais ils ont le culot de parler mal encore. Mais ça là, on va où est ça? Donc, chers dirigeants, s'il vous plaît, la justice, le président l'a dit, du policier jusqu'à la Cour suprême, il faut que vous soyez des gens justes, qui vont trancher juste pour la quiétude de tout le monde. Donc, grand frère, je vais vous laisser comme vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup.
Et comme vous le dites, et vous ne cessez de le dire, tous les sujets que vous évoquez sont très importants et c'est vraiment pertinent. Et sur la question de la justice, on a toujours demandé à l'État d'être plus ferme. Et eux-mêmes, vous voyez déjà qu'ils voient la nécessité. Quand on voit l'article 185, quand on écoute les derniers propos du président, qui dit que la justice va rester équitable, vous comprenez qu'il y a la nécessité de l'améliorer. Et comme nous le disons, s'il y a un maillon faible dans la gestion du président Ouattara, c'est la justice. Il sera utile que le travail soit fait. Et comme on le dit, on a besoin d'hommes forts à la tête d'État fort. Que le président Ouattara utilise toute sa force pour donner toute la force à notre justice pour qu'elle puisse s'en sortir. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup. Grand frère, le courriel, hein, on avait parlé là, il faut checker là, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro vérité, je vais bien. Ok. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok. Bonjour à toute la classe au Mao Chao. Bonjour à vous. Ok. Mathieu, abonné Glone de Côte d'Ivoire, il a ado ou rien. Mathieu, abonné Côte d'Ivoire, il a glo ado ou rien. A donné sécurité, a donné développement, a donné la paix, a donné la progrès, a donné on est pour retour à sécurité parce que des noirs passé Burkina, Mali, Niger, Zen, Kenya. Donc danger n'est pas tout. Et nous oui naka o ya o bon ya dit 2025 oui a dia bo ade o naka o ne o fo bon yo nanjuwe a ko gimo bible abata wa jede buje luosi ni ade pede sei de ene tijan chambo je luosi ni ade a ko ge ba bon ado ogo ye mu mais de ya timu ne e pada de puis mo ye donc do essayer awa no écouter de si mo ye dia dit OK bedie ne pouvoir 1993 on a un coup de canon net gain mais au play on nous circuler Europe non de donc boude puis ba boutimou awa nous pour écouter de ado on est solution ado on est solution on ne se pas ya busti won pa awa time où ya sidide ou bu se droit où ya si won pla wa bu yo bu écouter nous mo ba bu de be ya tmonzien mais ma 5 minutes ina a kogi ado ou rien ado mon solution ado mon développement ado mon sécurité ado mon la paix o mo nous en ouais bijao korogo bundialio odieno Segelao, Bangolo, Mo, Tchassaleo, Criblio, Daweto, on a circulé, parce que à demander pouvoir dire, elle bien. Bon, c'est pouvoir dire, ouais, nous y a pas moins, alors que vous dites que nous, on a de di wetu na no aye Côte d'Ivoire de o bu fon me no bo adrudi fon me no ba o ba wa tru be ai we de se di na eme wa bon ego ya giri aji ese de reni akoge di wetu bu ya no bo asa visite pa no accepter du bu ya ni comme don adu emu me du bu ya wa do di po eni siasu eni boutage manipulation eme sou bonne noir mais encore une dernière chose à deux on est devant nous ouais 2030 c'est là nous gagnons on a bien si on retourne à tout moment ici mes parents de l'ouest mes parents du nord du sud du centre pardonnez à deux rien à deux la solution à deux le progrès de la paix à deux le développement tout ce que les opposants sont en train de dire là c'est de l'arnaque c'est du broutage c'est de la manipulation ne tombez pas dedans. Pensez à votre sécurité, pensez à votre paix. Parce que tous ceux qui sont frontaliers là, les pays frontaliers qui sont en train de bénéficier de la paix, de la sécurité, de la santé, du logement, de tout ce que Ivoiriens d'abord a droit. Côte d'Ivoire, c'est les AES là, c'est les Guinéens, c'est les Sénégalais, c'est tous les autres pays, mais même, comment on les appelle même, les Camerounais, tous ces pays là,
d'Ivoire. Il profite aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Donc, pardonnez. Adoria, ne le laissez pas partir. Votez-le pour qu'en 2030, là, on verra qui est garçon, qui est patient. Parce que la patience, là, ça paye aujourd'hui. C'est pourquoi il y a le développement en Côte d'Ivoire. Il y a la paix en Côte d'Ivoire. Donc, n'écoutez personne. Écoutez seulement le progrès. Écoutez la vérité. Ce monsieur-là, il ne parle pas, il ne grogne pas, il ne se plaint pas. Ça veut dire qu'il est là pour le travail, il n'est pas là pour autre chose. Donc, ce n'est pas les mensonges que les gens vont venir vous dire là. Quand ils viennent là, prenez puis bouffez. Tout ce que vous voulez là, c'est à eux vous pouvez demander. Si vos cadres, si vos cadres et autres là, s'il y a certains qui ont refusé de travailler là, de toute façon, on donne un cas venir comme ça, la dernière chance là, c'est à la fin de 2025. Et comme ça, vous allez prendre des nouvelles personnes. Pendant ce temps-là, vous allez voir la réalité de la vie de Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que les gens sont en train de faire comme bruit là, ne tombez pas dedans. Je vous en supplie. Vous vivez la paix en Côte d'Ivoire actuellement là. Même si on dit qu'on est maudit, même si on dit qu'on est maléfique là, Dieu ne peut pas accepter celui qui aime le péché. Même si on dit qu'on est péché, mais on ne peut pas accepter quand même que ce péché-là, on va le vivre jour le jour. Donc si vous vivez la paix, je vous dis, c'est à vous de voir. Profitez de ce qui est en train de se passer. Parce que les infiltrés, ils sont un peu partout. Donc faites attention à vous. Pardonnez, écoutez le progrès, le développement d'Ado, la solution. On va avancer. Parce que vous voyez les miracles. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Merci mon éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci pour le message qui a été dit et en français et en langue. Et merci pour le message qui a été très bien dit. Celui qui dit qu'il n'a pas compris là, c'est que il faut faire le contraire. Là, tu vas comprendre. Sinon, c'est que Maman Ouragan vient de dire là. Elle l'a dit en langue, elle l'a dit en français. Tout le monde a compris. Qui peut accepter de troquer le bien contre le mal? Qui peut accepter de laisser tomber la paix pour choisir la violence? Qui peut accepter la pauvreté et puis rejeter la richesse? Quand les gens vous disent aujourd'hui que la paix que Ouattara fait là n'est pas bonne là, demandez-leur qu'est-ce que, si on enlève la paix là, eux proposent quoi? C'est la violence et le désordre qu'ils vont vous proposer. Toi, dans ton village, on n'a pas encore fini de construire la route là. Eux là, ils sont les fils à papa. Eux viennent là pour mettre dans leur ventre. Alassane Ouattara dit on va faire route avec ça. C'est de cela que Maire Ouragan est en train de te parler. Si tu n'as pas compris ce message-là, Alassane Ouattara, c'est celui qui construit école dans ton village, qui met l'électricité dans ton village. Les autres disent, il ne faut plus qu'on va accepter que maintenant tout doit changer. Tout doit changer parce qu'eux ils trouvent que Alassane Ouattara était trop gentil avec vous, les populations. Et qu'eux vont changer ça pour être gentils avec eux-mêmes et puis toi, ils vont te mettre dans la souffrance. Si on est intelligent là, on doit savoir qui choisir. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup. Ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup. Ce ne sont pas les opposants qui parlent beaucoup, mais qui n'ont rien fait. Eux, ils étaient là avant Ouattara. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on leur demande qu'est-ce que vous allez faire. Ils disent on ne va rien faire. Ils disent on n'a qu'à enlever seulement Ouattara. Tant qu'ils ne vont pas nous proposer quelque chose pour nous mettre en confiance là, on n'enlève pas Ouattara. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour ce travail très positif. On espère bien que ceux qui sont en Côte d'Ivoire vont comprendre et savoir faire le choix entre ce qui peut les arranger et ce qui ne les arrange pas. Merci beaucoup, cher maire. Merci à vous tous. Je vous en prie. Coucou, mon mari, 252. Ça, je ne vais jamais oublier. Je fais ça. Merci. Merci beaucoup et excellente soirée à vous, cher maire. Merci. Okay, je vous en prie. Oh. Okay. Allô? Oui, bonjour, cher maire, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Donc, on va s'en parler. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour à toi, bonjour à tous les EPV qui nous suivent, bon vendredi à tous, du monde Moubarak à tous. Qu'Allah nous garde dans ses grâces et qu'il nous bénisse toujours avec beaucoup de santé. Et vraiment, l'éclaireur, Chakadjan dit qu'on doit tout changer. Chakadjan, on doit tout changer. Quand la Côte d'Ivoire est en train de changer d'image, où étais-tu? On doit tout changer. Quand le président prenait la Côte d'Ivoire dans le trou là, où étais-tu pour tirer la corde avec lui? Oui, ici on doit tout changer. Chakadjan, on ne change pas, une entreprise ne change jamais un chef d'entreprise quand il est bien.
Chakadjan, si toi tu étais aussi bien là, les banques qui t'ont refoulé là, est-ce qu'ils allaient te refouler? La Côte d'Ivoire est plus qu'une banque. Si tu n'as pas pu gérer une banque là, c'est pas Côte d'Ivoire on va prendre pour te donner. Voilà. Si tu étais là quand on changeait la Côte d'Ivoire, on va dire oui, lui là on peut lui faire confiance. Mais tu n'étais pas là, tu es venu trouver tes taureaux, mon an. Les gens ont fini de tout préparer. Tout est au propre. Maintenant toi tu vas venir t'asseoir pour manger Chakadjan. Tu es mal tombé. Et puis Papa Ado, 2025 là, tu es venu me voir en rêve, hein, Papa Ado. On s'est parlé en rêve. Avant-hier là, toi et moi on s'est parlé. Mais c'est hier nuit. Non, c'est avant-hier nuit. On s'est parlé en rêve. Papa Ado, 2025 là, c'est là tu vas voir seulement si on est derrière toi ou pas. Si la Côte d'Ivoire est derrière toi ou pas. Tous les opposants, ce qu'ils sont en train de fabriquer là, c'est du n'importe quoi. Les enfants, s'ils viennent vous donner leur argent là, prenez un peu bouffer. Vous-même, vous saviez très bien qui met les conditions pour voir en Côte d'Ivoire là-bas. Vous saviez exactement qui allait voter dans les urnes. C'est pas ces bavards là, on les a tous vus. Ils vous ont fait quoi? Ils vous ont créé quoi? Rien. Mais s'ils viennent vous donner leur argent là, prenez un bouffée et puis il n'y a rien. Dans les urnes, ils ne sont pas arrêtés là pour vous contrôler. Hein. S'ils vous donnent la bouffée et puis montrez-leur que hey, nous, on est ensemble avec ce monsieur qui nous a fait changer ce pays. Donc, c'est tout ce qui s'intéresse à dire pour vous est là. Voilà, Chakadjan, toi et nous, on s'est attrapé et puis le dimanche, Inch'Allah, tout va changer. Ok, tout va changer, on va se trouver là-bas. Merci le frère, bonjour à tous. Bonjour à tous, vraiment, que Dieu donne beaucoup de santé à Papa Ado et son gouvernement, que Dieu continue de le couvrir avec sa protection et tous nos vaillants soldats qui sont au front, que Dieu leur donne la protection divine d'Allah et que même si nos vaillants soldats ne sont pas au complet, Yara, descends tes anges sur eux pour les compléter et que quand l'ennemi viendra vers eux, qu'il les anéantisse comme s'ils n'ont jamais existé. Merci le frère, que Dieu toi-même te donne beaucoup de santé, beaucoup de gloire, qu'il continue de t'élever. J'ai dit le terrain, pour quelqu'un qui est bon dans son boulot là, on le lève, on ne le descend pas. Et Dieu, il va continuer de t'élever où tu es là, parce que tu n'es pas comme ce Chakadjan là. On lui l'a chassé, c'est la Côte d'Ivoire va venir faire changer. La Côte d'Ivoire a changé d'image. Nous, on sait qu'il peut progresser. Si les autres mandats, c'est le début qui est toujours difficile. Si le début a été fait là, c'est pas la continuité que Papa ne peut pas faire. Donc, on n'a pas besoin de lui. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. Et surtout, merci pour le conseil. Chaque candidat que vous voyez là, il est actuellement au chômage. Il ne travaille pas. Un chômeur, c'est lui qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Actuellement, tous ceux qui veulent être candidats là, à part le président Ouattara, ils sont tous des chômeurs. Blé Goudé fait quel travail? Simone fait quel travail? Babo fait quel travail? Sorogum fait quel travail? Afin Essan fait quel travail? Des gens qui ne travaillent pas, toi tu vas venir confier ton destin à ces personnes-là. Mais c'est eux qui ont besoin de toi pour vivre. Ils trouvent qu'actuellement ce qu'ils ont là, ça ne leur suffit plus. Donc ils veulent maintenant venir couper vos deux oreilles. Actuellement là, malgré qu'ils sont au chômage là, ils vivent mieux que toi, ils vivent mieux que moi. Parce que eux là, l'État s'occupe d'eux. Ils disent qu'ils sont plus satisfaits que l'État s'occupe d'eux. Maintenant, eux-mêmes, ils veulent prendre la marmite. Voilà le problème de la politique en Côte d'Ivoire. Et regardez, c'est eux qui distribuent l'argent aux gens. Vous avez une fois vu le président Ouattara distribuer l'argent aux gens? Jamais. Voilà. Mais le président Ouattara préfère aller distribuer au hôpital. Il préfère aller distribuer aux routes. Il préfère aller distribuer l'argent dans les banques pour dire venez prendre, vous allez travailler. Le président Ouattara n'est pas là pour s'amuser avec les Ivoiriens. Mais ce que vous voyez, les politiciens viennent, il faut prendre 200 000, il faut prendre 300 000, il faut prendre ça. Et puis aller parler là. C'est de l'argent volé. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Ils sont au chômage. Et l'argent qu'ils vous donnent là, c'est le prix de vos vies, de vos enfants et de vos arrière-petits-enfants. Parce que après là, quand vous allez les mettre au pouvoir là, ils vont dire, mais quand vous donnez l'argent là, vous pensez que c'était cadeau. Et l'argent qu'on vous a donné là, c'est à cause de ça, on ne va plus faire route chez vous. C'est à cause de ça, on ne va plus faire école chez vous. C'est à cause de ça, on ne va plus faire université chez vous. Et donc, dans la vie, là, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Eux n'ont pas souffert pour avoir l'argent, là. Ils vivent sur le dos de l'État. C'est pourquoi ils vous donnent ça. Mais vous, là, vous vendez en marchandises. Est-ce que c'est ça vous voulez? Prendre 200 000 francs bouffer et puis ta région va rester en retard? Ou bien dire au président qui ne donne pas l'argent, mais qui fait des universités, des routes, l'électricité, là. Vous devez savoir faire votre choix. Et chers mères, merci de rappeler cela à nos populations pour ne pas que demain elles viennent dire si on savait. Pour dire que si on savait là, aujourd'hui tout le monde sait. On a tout dit. Mais par contre, si les opposants ivoiriens viennent vous donner l'argent là, si tu ne prends pas, c'est que tu es maudit. Si tu ne prends pas, c'est que tu es maudit. Parce que tu n'as pas pris fusil pour mettre sur sa tête pour lui demander de te donner. Il faut bien bouffer.
Et puis après, là, tu bouffes ça bien. Allez dire partout que l'éclaireur dit, si opposant t'a donné l'argent, ou même politicien t'a donné l'argent là, faut lui dire tonton merci. C'est pas toi qui l'as obligé. Argent là, il faut prendre là, tu payes et puis tu bouffes. Quand tu as fini de bouffer là, ton vrai candidat qui est Alassane Ouattara là, tu t'en vas le voter propre. Et puis tu t'assois, on regarde. Maintenant la prison qui est dedans là, nous tous on va aller faire ça à ta place. Et il n'y a rien qui va se passer. C'est de cela aussi qu'il est question. Donc chers enfants qui sont sur TikTok là, les opposants, tout l'argent qu'ils vous donnent là, bouffez. Mais allez voter ado. Et puis on passe. Et puis là, la vie va continuer. Vraiment, merci. Merci beaucoup, cher mère. Merci, j'aime vrai. Bon vendredi à toi et que Dieu nous garde. À vous pareillement et que la bonté divine nous couvre. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour le roi du printemps. Bonjour, comment ça va? Oui, je vais extrêmement bien. Toi-même? D'accord, oui, ça va. Ok, donc on va te laisser rapidement la parole en 5 minutes. D'accord, ok. Moi, je salue tout le monde et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, moi, je vais me prononcer sur le cas Tchad. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens sont en train de sous-estimer Tchad. J'ai l'impression que les gens sont en train de minimiser Tchad. Oui, on peut le minimiser, on peut le sous-estimer. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on va à des élections en 2025? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, on ne vote pas, comme on appelle, parce que le président a bien travaillé? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, on ne vote pas parce que celui-là, il est compétent? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, c'est par l'ethnie, par, comme on appelle, la région, par beaucoup de choses, que souvent on vote? Mais moi, je dis, un pays sérieux, on devrait dépasser ce stade-là. Mais malheureusement, nous avons encore des personnes. Parce que Éclaireur avait fait un test où il parlait du retour, comment on appelle, des territoires du désert. Si vous vous souvenez bien, regardez la nouvelle configuration de ce PDCI-là. Regardez la nouvelle configuration de ce PDCI-là. Vous allez vous rendre compte qu'on est en train de retourner à l'époque où ils ont divisé les Ivoiriens pour régner. Mais moi, je dis à la jeune génération, moi, mon problème, c'est la jeune génération. Sinon, les anciens, là, nous, on sait ce qui s'est passé dans ce pays-là. Et on sait à quoi s'en tenir. On sait qui peut faire quoi dans ce pays. Mais la nouvelle génération, je vais parler des nouveaux majeurs. Parce que c'est là le problème. Quand vous voyez Thiam aujourd'hui qui est dans la manipulation constante, et moi, je vois des gens qui disent que oui, non, il faut les laisser, et de toute façon, il ne peut rien faire. Mais on a laissé le mensonge prospérer avec Laurent Gbagbo, avec Ali Kona Bédié. On a vu combien ça nous a coûté dans ce pays-là. Mais est-ce que pour réparer ou bien pour faire ressortir ce mensonge-là dans l'esprit des uns et des autres, regardez comment on souffre pour faire ressortir, pour montrer aux gens que ce n'est pas vrai. Mais encore, on va venir laisser Thiam, le FIA, qui a fui la Côte d'Ivoire au premier coup de comment on appelle, de fusil. Après, pour se retourner encore en Côte d'Ivoire, quand le président Alassane Ouattara va souffrir pour remonter la Côte d'Ivoire, et on va venir s'asseoir pour regarder Thiam, pour dire oui, Thiam, il est ceci, il est cela. Il faut combattre Thiam jusqu'à dans son dernier retranchement et lui dire qu'on n'a pas besoin d'un manipulateur à la tête de ce pays-là. Quand il est parti à Soubré, moi je l'ai dit la fois passée, tout ce qu'il allait raconter à Soubré là, mais vous savez que c'est du mensonge. Mais et ceux qui ne connaissent pas Oufo-Boigny, et ceux qui ne connaissent pas la politique, les nouveaux majeurs, et c'est à eux qui s'est adressé. C'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas son passé, ils ne connaissent pas, comment on appelle Oufo-Boigny, ils ne connaissent pas Ali Kona Bédié. Donc du coup, tout ce que Thiam va dire là, ils vont prendre ça comme vérité. Quand il dit que Félix Oufo-Boigny vivait du bandit, mais on prend ça, on ironisait. Mais il a capté l'attention de ces personnes-là. Ce gros mensonge-là. Donc il nous appartient de déconstruire tout ce qu'il va entreprendre comme mensonge, comme ce qu'Éclaireur fait, comme ce que beaucoup de personnes de la classe font.
Donc il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Et quand vous regardez, aujourd'hui là, ils prennent le PDC comme un instrument des Paoulés. Moi, je vais être cru. Non, c'est ce qu'il y a, c'est la vérité. Pour eux, là, le PDC, c'est un instrument des Paoulés. Mais quand vous écoutez le dernier discours de comment on appelle, de ce vieux, comment on appelle, il s'appelle Compli. Écoutez son discours. Quand on prend le PDC comme un instrument des Paoulés, on va dans les villages, on va faire jurer des dieux, on va tuer des cabris. Et moi, je dis ça ne passe pas. Le président ne peut pas souffrir avec ça et puis Tcham va venir raconter du n'importe quoi. Lui, il savait ça. Pourquoi il a fui le pays? Tcham savait ça. Pourquoi il a fui le pays? Il a fui le pays. Il n'a qu'à retourner dans son pays là. De toutes les façons, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, comme le disait Basile Dodo Kouali. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il vient en Afrique. Il a toujours continué au Sénégal. Il a construit des quartiers au Sénégal. Mais venez nous montrer ce que Tcham a fait ici en Côte d'Ivoire. Venez nous montrer une de ses constructions en Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait dans ce pays-là. C'est parce que les Ivoiriens sont tels qu'ils sont. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce monsieur-là peut se lever aujourd'hui pour venir dire de n'importe quoi. Pendant que le président Alassane Ouattara comme on appelle, a travaillé nuit et jour, aujourd'hui, c'est vrai qu'il veut porter des critiques. Quand vous regardez Prédoumi Soumaïla, le vieux aîné avec son visage froissé, regardez comment il parle. Et moi, je dis, si nous, on n'est pas conscient qu'on va à des élections, et puis nous, on pense que, comme on appelle, c'est parce que Tcham là, il n'est rien que, ça va nous retomber sur le visage. Si on va se réveiller, réveillons-nous. Moi, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de lui. On n'a pas peur de lui. On n'a pas peur de lui. Mais nous sommes dans le jeu politique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la communication est une arme fatale. Mais dans la communication, il y a tout. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Mais eux, ils ont choisi de mentir aux Ivoiriens. Mais le temps où on va se rendre compte, c'est fini, on ne peut plus parler. Donc moi, je vais m'arrêter là, comme éclaireur va aller au boulot. On va revenir là-dessus. À partir d'aujourd'hui, là, chacun doit se mettre en ordre de bataille. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que certains de nos cadres sont très conscients qu'il ne faut pas laisser ce vaurien-là attaquer le président Alassane Ouattara. Regardez dans ses débuts. Il avait peur d'attaquer le président Alassane Ouattara. Il ne le faisait pas. Mais vous avez vu, au fur et à mesure qu'on avance, il allait à Soubré, il a attaqué frontalement le président Alassane Ouattara. Mais tout ça, c'est un plan qui est bien peaufiné. Donc, ne venez pas nous dire ici que Tcham n'est rien. Éclairez, je m'arrête là. Ceux qui nous disent ça là, ils ne connaissent pas la politique. Tcham, il faut quelque chose. Je m'arrête là. Merci beaucoup, le roi du printemps. Et pour aller plus vite, je me souviens à cette époque-là, quand Laurent Gbagbo faisait la politique dans les années 90, les gens disaient, ah, celui-là, il ne sera jamais quelqu'un, c'est un amuseur public. Il est bon opposant, il va rester opposant. Il va rester opposant. Et un matin, on l'a vu président de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on craignait, on l'a vécu. On a passé par tout ce qu'il fallait être affreux. Et aujourd'hui, voilà un Bédié. C'est Bédié en version jeune qui est en train de revenir là. Imaginez la gestion des Bédiés. Une gestion tribaliste, clanisée, qui est faite pour que la richesse de la Côte d'Ivoire soit mise à la disposition des Baoulés là. C'est ce que Thiam est en train de rechercher. Thiam même sait qu'il n'est pas Baoulé. Il sait qu'il n'est pas ivoirien. Mais aujourd'hui là, il s'appuie sur les Baoulés pour essayer aujourd'hui. Et donc pour convaincre ceux-là, il leur dit, je vais reprendre la Côte d'Ivoire pour donner aux Baoulés. C'est ça le vrai message que Thiam tient. Et c'est un message qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est extrêmement dangereux. Mais c'est sa manière de communiquer. Et si nous faisons attention, ne le négligeons pas. Et je ne peux pas dire que les autres ne communiquent pas sur Tidjane Thiam. Mais est-ce qu'il y a une plateforme qui communique sur Tidjane Thiam plus que la plateforme Éclaireur Pro Vérité? Il n'y en a pas. Ça va faire pratiquement 2 semaines. Chaque jour, je sors ici pour parler. Mais les gens ne voient pas la menace. Les gens ne comprennent pas. On met tout ce qu'il faut. Mais est-ce que les militants prennent ces armes-là pour essayer de les répandre? Les gens pensent que non, c'est quelque chose qu'on fait de façon anodine. Mais nous, on aura fait ce qu'on peut. Et on continuera de faire ce qu'on peut. Mais on ne jouera pas le rôle du parti. Et on ne jouera pas le rôle du gouvernement. Encore moins, on ne jouera pas le rôle des militants à leur place. Et donc, le roi, merci beaucoup. On va vous laisser en 1 ou 2 minutes faire la conclusion. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Ok, merci à tout le monde. Et continuons, accentuons comment on appelle la communication. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'asseye. Si on s'assoit, comme éclaireur, à la DM, là, on aura nos yeux que pour pleurer. Un adversaire, c'est un adversaire. Politique, là, c'est ça. Je dis, quand tu viens en politique, là, il faut avoir la carapace dure.
on va... Non, si on s'amuse là, vous allez voir, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas vécu ici? Il a trop vécu ici, mais il a failli que le président Alassane Ouattara ait une carapace très dure pour tenir. Et puis aussi les militants qui l'ont suivi. Donc aujourd'hui là, on ne va pas permettre. Moi je dis à chacun, les réveillons-nous et allons-y au combat. On a peur de rien, on a peur de personne. Cela ne peut pas nous effrayer dans ce pays-là. Mais le mensonge là, quand il est trop répété, devient une vérité. Mais le temps où vous allez chercher à casser ce mensonge-là, vous ne pouvez plus. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Éclairé, merci beaucoup à toi. Merci à tous ces vaillants communicants-là qui communiquent dans ce sens-là. Il ne faut pas laisser. Le président Alassane Ouattara ne mérite pas ça. Il ne mérite pas que quelqu'un vienne lui dire que c'est un menteur. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite, je le répète, il ne mérite pas ça. Regardez où il a mis le pays. Il a dit, il y a des coins où on ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait construire une route là-bas. Il est venu, il a fait une route là-bas. Il est venu, il a fait une université. Mais alors, ils n'ont pas de projet, on va les laisser mentir. Pourquoi on va les laisser mentir? Il ne faut pas les laisser mentir. Éclairé, bonne soirée à chacun. Merci. Bon vendredi à chacun. Merci. Et que la bonté divine demeure à chacun. Merci à toi-même, le roi du printemps. Excellente soirée à tous. Et demain sera un autre jour. Merci. Merci beaucoup.